2, France Maghreb 2. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission Le Grand Forum, le LGF, comme tous les jours de 16h à 18h avec en ce mardi Monsieur Nasser Lagili qui est avec nous. Comment va-t-il ? Ça va très très bien Christophe, comme un mardi tout simplement. Oui, le mardi c'est Lagili. Ça y est, c'est acté d'ailleurs, voilà, hop. Il y a beaucoup de choses qui riment d'ailleurs. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. C'est parti pour une émission qui va être riche et variée avec des invités. De quoi allons-nous parler dans ton avis tranché, mon cher ami Nasser ? On va parler de de certains jeunes, des conflits qu'on peut avoir dans les quartiers populaires entre bandes de rivales, entre quartiers. Ouais. Donc voilà, si je me suis permis de faire cet avis tranché, c'est tout simplement que ça fait partie de l'actualité dans ma commune et je sais que il n'y a pas que Gennevilliers qui est concerné. Qu'est-ce qui se passe à Gennevilliers ? Il se passe qu'il y a des conflits entre quartiers, jeunes de quartier, pour entre guillemets, voilà, montrer c'est qui les plus forts et qui seront les quartiers respectés. Très bien. Un petit coup de cœur ? Un petit coup de cœur, je suis en pleine réflexion, je te dirai ça tout à l'heure. D'accord. Voilà, ok. Eh bien écoute, je pourrais t'en soumettre éventuellement. Il n'y a pas de souci, voilà. Grand plaisir. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Voici le programme pour ce LGF en ce mardi. Nous sommes le 13 mars et messieurs dames, je lance le compte à rebours dans 2 mois. C'est le Ramadan. Et oui, on s'y prépare parce que il faut savoir l'accueillir le Ramadan. Voilà. Et ça arrive dans 2 mois. Voilà, jour pour jour. C'est vrai que ça passe très très vite. Donc c'est comme si c'était demain. Il faut déjà commencer à se préparer ça psychologiquement, physiquement. Pour ceux qui fument, commencer à réduire de fumer. Voilà. Mais c'est un mois qui est assez convivial quand même et on va dire moi j'ai toujours eu le plaisir de faire le Ramadan, surtout quand on sait que toute la communauté musulmane le fait en même temps quoi. Et voilà. Eh oui, la Oumma. Exactement. Merci d'être avec nous et bienvenue. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, l'affaire Menel, la société de production de The Voice, a annoncé sa décision de couper au montage la prestation de Menel lors de la prestation finale. Menel n'apparaîtra pas donc dans les prochains épisodes, il faut tout effacer. Invité dans ce LGF, Farid El Yamni, frère de Wissam El Yamni, ainsi que Mounir du comité Justice et Vérité pour Wissam, interpellé et lynché jusqu'à perdre connaissance dans la nuit du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012. Les 9 jours qui suivront sont des jours de coma artificiel visant à réparer ses blessures. Sa mort interviendra le 9 janvier 2012. Nous reviendrons sur cette affaire. France, jusque-là, 4e exportateur d'armes, l'Hexagone a connu une forte progression ces dernières années et reste désormais le premier pays européen dans ce domaine. Nous y reviendrons. La question LGF pour Thierry Mariani, l'ex-ministre. Le seul moyen pour la droite de gagner est de se rapprocher du FN. L'ancien ministre a-t-il raison selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Enfin et pour terminer tout à l'heure, Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est le LGF, votre rendez-vous quotidien, le grand forum tous les jours sur France Maghreb 2, 16h, 18h avec aujourd'hui monsieur Nasser Lagili pour nous accompagner, et oui avec vous messieurs dames. Aujourd'hui avec une grosse émission prévue ce jeudi, on va en effet faire le point sur ces 7 ans de guerre, mon cher Nasser, avec 3 éminents spécialistes, Sofiane Nakdari, Tarek Mami et également Youssef Brakni. Et puis vendredi, vous savez qu'il y a une grosse marche de prévue à l'échelle nationale, d'ailleurs à Paris. C'est au départ de Opéra jusqu'à Stalingrad samedi après-midi. On y sera d'ailleurs. 14h pour le départ Opéra. C'est une marche pour la dignité avec parmi les organisateurs évidemment un certain Youssef Brakni. Tiens. Et on fera une émission spéciale puisqu'il y a également une grosse marche de prévue à Marseille. Et nous serons donc en collaboration, en partenariat, en direct avec Radio Galère depuis Marseille pour éventuellement parler de tous ces sujets franco-français pour le coup vendredi. Un petit tour par la Syrie jeudi, on revient en France avec toutes ces problématiques vendredi avec Redouane Moumine et Tarek Mami vendredi. Voilà un bon programme en perspective. Semaine, oui, bien chargé. Ouais. Et puis demain, je sais qu'elle a des amateurs. Fatima Ouassak sera là entre 16h et 18h avec Nadia Lazouni et Nadir Kaya. Elle a des amateurs, hein, Fatima. Attention. Ah, mais Fatima, elle est très très forte. J'ai écouté l'émission la semaine dernière. C'était spécialement pour la journée des femmes d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui. Mais que j'ai trouvé excellente. Hein. Elle fait des analyses qui sont franchement bravo. Eh ouais, la team LGF au complet. Merci d'être avec nous en tout cas sur France Maghreb 2. Avant de parler de la question du jour, voici le zapping, les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio.
Et on va faire un petit retour en arrière, mon cher ami Nasser, auditrice, auditeur. Direction France 2 samedi soir, l'émission On n'est pas couché, avec un petit accrochage et pas des moindres entre Christine Angot et Éric Dupond de Moretti, pour nous situer, remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Eh bien, c'était, il y avait comme invité politique Virginie Kallmann, et lorsque Christine Angot était en train de faire son curriculum vitae, en passant en revue notamment les différentes conquêtes de cette dernière, eh bien, ça a un petit peu agacé et énervé Dupond-Moretti. Il l'a fait savoir. Écoutez cet échange musclé. Je trouve ça d'une violence, madame, incroyable. Que vous alliez même... Pardon, mais que vous alliez même ici exposer publiquement un passé sentimental dont peut-être madame n'a pas envie de parler, oui, vous êtes allé très loin. On n'est pas au tribunal ici. Pardon. Pardon. Ah, moi, je trouve ça d'une incroyable violence. Elle n'est pas accusée quand même. Et ce n'est pas dans mon livre d'ailleurs, madame. Elle est invitée, elle vient vendre son bouquin, personne n'est obligé de l'acheter. Moi, je vais l'acheter, madame, votre livre. Ah, on me l'a déjà offert. Mais enfin, écoutez, monsieur, est-ce qu'il est possible... Non. Écoutez, je vais vous dire une chose. Oui. Moi, je ne suis pas journaliste. Je suis ici pour essayer de dire comment je peux ressentir certaines phrases. Eh bien, laissez-moi essayer de vous dire ce que j'éprouve. Hein, pour essayer de dire comment je ressens certaines phrases. Moi, quand je lis cette phrase, qui est... Mes parents m'ont appris à saluer ma gardienne comme je salue un ministre ou un patron reconnu, vous voyez. Madame Angot, je réponds à monsieur qui m'a... Je me sens mal à l'aise. Je n'ai pas le droit de vous interviewer parce moi, ça ne me regarde pas de savoir avec qui madame a vécu. Je parlais d'homogénéité sociale. Ça ne se fait que si c'est consenti. Je parlais d'homogénéité sociale parce que l'homogénéité sociale est une chose qui m'intéresse beaucoup. Je parlais d'homogénéité sociale. Je parlais que nous vivons, que la plupart des gens vivent dans des milieux sociaux homogènes et que pour autant, vous voyez, ils ont certains rapports avec la masse des autres. Madame Angot, qu'ils connaissent très mal. Madame voilà Angot, ce que j'essayais de dire. C'est vous qui créez l'homogénéité là. Non mais vous savez, vous pensez qu'on est dans des bulles. Moi je me sens plus du tout à l'aise pour vous parler. Vous pensez je me sens. Mais moi je sens qu'il y a une ambiance. Madame, pardonnez-moi de vous le dire. On est ici dans une émission qui est aussi une émission de divertissement. Pas seulement. Ça plombe le truc là depuis tout à l'heure. Non. Mais... Pas seulement, c'est vrai. Maître, je peux prendre la parole. Maître Dupond-Moretti, je vais vous dire, quand le moment est politique, on parle politique, on est loin du divertissement à ce moment-là. Vous êtes très agressif, hein, monsieur. Non, mais je trouve que la vie privée, par exemple, de madame... Si, vous êtes très agressif. Si vous voulez un jour... Vous êtes très agressif. Non, mais madame, pas du tout. Je trouve un peu choquant. Vous avez le droit de critiquer son livre. Je ne la vous avez le droit de ne pas l'aimer. Moi, je ne connais pas, madame. J'ai aimé. Vous voyez, toutes les histoires de Fillon, tout ça, moi, ça m'a passionné. J'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que Je parle de choses sociales. Je parle d'homogénéité de groupes social dans lesquels vivent les gens. Madame Angot, vous me permettez. C'est une vraie question. Vivent là-dedans. Maintenant, vous ne me laissez pas me poser ma question. Tant pis. Et pardonnez-moi, madame Angot, attendez, pardonnez-moi. C'est pas grave. C'est pas là-dessus que je vous ai interpellé. C'est pas le problème que vous avez avec moi. Non, mais madame, je n'en ai strictement aucun, je vous l'assure. Ça fait quand même 2 fois que je ne quand on fait ce que vous faites, il faut que vous acceptiez le principe d'une contradiction. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous me permettez de répondre à votre phrase? J'étais en train de vous dire, madame. Simplement. Cette défense ne sera pas. Je ne suis pas une journaliste. Vous n'avez pas à m'interrompre comme une journaliste. Madame, alors vous n'avez pas à m'inviter, alors. Ça, pardon. Mais je vous ai pas invité, monsieur. Quoi alors? Mais madame. Moi, je choisis pas les invités. Votez Dubosc. Voilà, Yann Moix qui a tenté de détendre un peu l'atmosphère. En tout cas, ça a été un moment très lourd d'échange avec cette Christine Angot, franchement, qui se fait remarquer à chaque fois par ce manque de délicatesse chaque semaine. Et c'est vrai que Dupond-Moretti était un petit peu choqué de voir qu'elle passe en revue les conquêtes de Virginie Kallmann. Alors cette dernière aurait pu très bien lui dire et sortir les siennes, avec Doc Gynéco, etc. Enfin bon, voilà. Non, mais je pense qu'il a raison. Dupond-Moretti, il a bien raison, et je pense que c'était important aussi qu'il recadre un peu parfois, et je pense qu'ils ont besoin de ça aussi. Alors pour la petite info, tu sais qu'elle a quitté le plateau parce que cette émission est enregistrée, le jeudi soir, et Christine Angot a quitté le plateau d'énervement après l'interview. Ouais, mais franchement, depuis que ces 2 chroniqueurs, que ça soit Moix et comment elle s'appelle, j'ai oublié. Christine Angot. Christine Angot.
franchement, je regarde plus. On n'est plus couché parce que ou on n'est pas couché. On n'est pas couché. On n'est pas couché. Donc voilà, c'est une émission que je ne regarde plus parce que déjà c'est des personnes qui sont souvent et d'ailleurs que dans la critique. Et d'ailleurs, quand on regarde qui sont leurs référents aujourd'hui, quand on voit que Bernard-Henri Lévy c'est un très bon ami de moi et Longo, comment elle s'appelle, je sais plus, Ingrid, je sais pas qui, Christine. Bon voilà, moi j'ai préféré de ne plus regarder cette émission, ce qui ne mérite pas qu'on le regarde. Bon, alors on enchaîne. Hier soir sur France 5 justement, Anne-Elisabeth Lemoine recevait Virginie Kallmann justement et Élise Lucet. Ces deux dernières étaient en désaccord au sujet de Laurent Wauquiez, de son enregistrement, vous savez, qui avait été rendu public il y a quelques jours. Écoutez donc ce petit échange hier soir sur le plateau de C'est à vous. C'est vrai que vous parliez des affinités tout à l'heure avec Marine Le Pen, mais Laurent Wauquiez a aussi ce point commun entre Marine Le Pen et Mélenchon tout à l'heure. Oui. Mais entre Laurent Wauquiez et Mélenchon, c'est cette haine des médias, en tout cas cette critique très féroce des médias. Je crois que ce qui s'est passé a été un peu particulier. Donc il parlait d'enregistrement volé. C'est pas un propos généralisé. Enfin, c'était les enregistrements à l'EM Lyon. En tout cas, lui ne savait pas qu'il était enregistré. Mais je pense que n'importe qui adorerait savoir qu'il est enregistré. Non, mais n'importe qui. Pardonnez-moi, Madame Kallmann, mais au 21e siècle, à l'heure des réseaux sociaux, aller parler publiquement dans un endroit où il y a 300 personnes et ne pas imaginer qu'on puisse être enregistré. Je ne parle pas de ça. Je parle. Et c'est comme vous êtes journaliste, vous avez votre déontologie. Quand vous enregistrez quelqu'un, vous lui dites. En général, c'est toujours comme ça que ça se passe. Moi, je l'ai toujours vu dans toutes les interviews. En tout cas, pour revenir quand c'est une interview, mais là, la haine, prise de parole des médias, non, c'est pas une haine des médias. Là, il y a eu un passage très précis. Voilà, en désaccord donc les deux sur la manière dont Élise Lucet, à juste titre, hein, me semble-t-il, lui dit quand on est devant 300 personnes, on peut imaginer quand même être enregistré, donc faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Elle a raison. Voilà, bah oui, elle a raison. Elle a raison. Oui, il faut qu'il assume ses propos. Mais il assume pas, c'est ça le problème. C'est ça qui est marrant, oui, voilà. Exactement. Bon, autre chose dans le zapping, Nicolas Hulot, tiens, qui a été, vous le savez, accusé dernièrement d'agression sexuelle, a réagi vivement ce matin. Il était l'invité de la matinale de France Inter ce matin. Écoutez. Je m'attendais à ce que mon exposition soit brutale. Je suis pas d'une grande naïveté. Je ne pardonnerai jamais. Voilà, je ne pardonnerai jamais parce qu'on a touché à mon honneur, à ma famille. Ça n'est pas du journalisme. Et pour l'instant, ma seule expression, ma seule réponse, elle sera judiciaire. Est-ce que cette affaire vous a fragilisé au sein du gouvernement ? Elle m'a profondément affecté. Elle m'a évidemment perturbé dans l'exercice de mes fonctions parce que quand vous subissez de tels assauts, de telles insinuations, évidemment, à moins d'être un monstre cynique, ça n'est pas favorable à l'attention et au temps que vous devez donner. Mais j'ai reçu de ce gouvernement, à tous les niveaux, une telle confiance, une telle sympathie que quelque part, ça nous a rapprochés les uns et les autres. Voilà, Nicolas Hulot ce matin chez nos confrères de France Inter, Nasser. Ouais, non, mais en même temps, je peux le comprendre. Effectivement, on a touché à son honneur. Après, ce qui a pu se passer. Donc, si j'ai bien compris, l'affaire est restée sans suite parce que c'est une affaire qui date de 2009. Il n'y a pas eu de plainte entre-temps. Donc, c'est une affaire qu'on a ressortie. Voilà, moi, je pense que là-dessus, il a raison. On a touché à son honneur, on a touché à sa famille et être exposé comme ça en l'accusant de viol, etc. Donc, je pense que je peux comprendre sa colère et sa déception. Pour terminer, règlement de compte en perspective entre Florian Philippot, ex-FN, et Louis Alliot, qui est toujours au FN évidemment et compagnon, comme vous le savez, de Marine Le Pen. Écoutez. Louis Alliot, il serait plus crédible s'il avait fait au moins une chose au Front National. Personne ne l'a jamais vu travailler, donc c'est vrai qu'on peut pas lui reprocher grand-chose. C'est pas un emploi fictif, quand même. Puisqu'il faisait pas grand-chose. C'est un titre fictif, il n'y a pas d'emploi, mais c'est un titre fictif. Il le doit à sa proximité à Marine Le Pen. Ce que je vous dis là, tout le monde le dit en interne. Hein. Tous ceux qui seront pas hypocrites avec vous le diront, les élus, les militants. C'est du sexisme à l'envers, pardonnez-moi. Hein. C'est pas parce que le compagnon de Marine Le Pen qui ne travaille pas. Hein. Parce qu'on nous reproche assez suffisamment, je me permets de défendre la jante masculine aussi quand il ne travaille pas parce qu'il ne travaille pas, c'est tout. C'est comme ça, c'est tout. Monsieur, je l'assume totalement. Vous ne travaillez pas. Oui, c'est lui il doit sa place à Marine Le Pen. Je rappelle que j'étais directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen avant d'être avec Marine Le Pen, secrétaire général du Front National
avant d'être avec Marine Le Pen, et je n'ai pas attendu un petit prétentieux comme lui pour me battre pour mon pays, pour mes idées, depuis pratiquement aujourd'hui 30 ans. Alors les considérations de quelqu'un qui est venu donner des leçons, d'une arrogance incroyable, d'une prétention sans limite, finalement aux militants du Front National que je représente en général, c'est quelque chose d'assez dérisoire, mais emblématique de ce qu'il est. Voilà, un petit roquet. Un petit roquet, voilà, pour ça lui fera plaisir, hein, c'est clair, sympathique entre lui et Alliot donc et Florian Philippot qui, vous le savez, n'est plus au Front National. Bon, alors la question du jour aujourd'hui, c'est à propos d'un ex-ministre du MP qui s'appelle Thierry Mariani. Est-ce que vous le connaissez, Thierry Mariani? Vous le visionnez? Vous voyez qui c'est? Un ancien ministre. Alors oui, absolument. Ancien ministre sous Sarkozy d'ailleurs. Si je ne m'abuse, je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Alors voici ce qu'il dit hier sur CNews. Pour que la droite puisse gagner, il faudrait penser à se rapprocher du FN. A-t-il raison, selon vous? Est-ce que les LR peuvent gagner seuls, ou alors il va falloir compter sur une alliance avec le Front National? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF officiel, et pour l'instant vous êtes en grande majorité à dire que non. Sur Twitter on est à 71, sur Facebook 68. Vous continuez en tout cas de voter, mais le mieux c'est encore de l'écouter. Je suis pas au Front National ni au Rassemblement National. Je fais simplement un constat qui est de dire aujourd'hui les Républicains ont retrouvé une ligne politique. Est-ce qu'un jour on pourra avoir une majorité tout seul, et est-ce qu'il ne faut pas regarder quelle alliance on peut éventuellement ou quel rapprochement avoir? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des désaccords avec le Front National énormes sur toute une série de sujets, notamment économiques, notamment sur l'Europe, mais on a des points communs. Je veux dire sur par exemple les questions régaliennes. Quand je regarde les préoccupations ou le programme par exemple du Front National sur l'immigration, pardonnez-moi, mais c'est celui du RPR des années 90. Quand on regarde les propositions, notamment en matière de sécurité, là aussi il y a des points communs. Je dis simplement qu'aujourd'hui, sur certains sujets, le Front National a des positions beaucoup plus, à mon avis, réalistes. Voilà. Et sur d'autres, des propositions totalement antagonistes avec nous. La question centrale que je pose, si vous permettez, c'est une question sur la tactique. Est-ce qu'on peut gagner tout seul? Quel est l'état aujourd'hui de la droite? Les Républicains sont présentés pendant des années à juste titre comme le parti de la droite et du centre. Aujourd'hui, force est de constater qu'avec Emmanuel Macron, le centre, dans sa très grande majorité, nous a quittés. Et que Laurent Wauquiez a choisi une bonne ligne. La droite est de retour, il affirme clairement nos idées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on propose une majorité aux Français avec qui aujourd'hui on est seul. Et puisqu'on n'a plus d'alliés au centre, la question c'est où est-ce qu'on peut trouver d'autres alliés? Il y a Nicolas Dupont-Aignan aussi, dont on n'a pas parlé, mais... Voilà, Thierry Mariani, 01 40 33 9000. Je pense que le message est assez clair pour être compris de tous. Il propose une alliance donc avec le Front National pour tenter de gagner, pour faire gagner la droite. Est-ce que c'est une bonne alliance, mon cher Ami Nasser? 01 40 33 9000 à vous, auditrices, auditeurs aussi, hein, pour nous donner votre avis. Non mais Mariani, c'est l'aile droite, on va dire la plus à droite des Républicains. Donc c'est pas une surprise. Moi, je sais qu'il a toujours eu des discours un peu à la limite de l'extrême droite. Donc lui, bien évidemment, son rêve c'est de faire une alliance avec le Front National. Mais voilà, ça reste un cas isolé. Quand je dis un cas isolé, et j'ai du respect pour tous ceux qui sont, on va dire, qui sont militants, même des gens issus d'ailleurs de la communauté musulmane, hein, qui ne suivent pas la ligne politique de Mariani. Donc voilà, effectivement. Après ça c'est, mais allez voir Mantes-la-Ville, c'est une ville d'ailleurs, c'est la seule ville en France qui est gérée par le Front National. Allez voir comment le Front National. Sûr oui, c'est la seule ville en France, ouais, qui est gérée par le Front National. On parle de Béziers. Non, oui, mais Béziers, il fait pas partie. C'est Robert Ménard, oui, mais bon, mais il fait pas partie du Front National. Mais bon. Orange, c'est plus le Front National à Orange? À ma connaissance, non, mais faudra peut-être vérifier. Dites-nous si on dit des conneries, hein. 01 40 33 9000. Si on doit nous rectifier, y a pas de problème. Mais voilà, faut regarder ce que le Front National propose et on va dire surtout ce qu'ils ont pu faire sur le terrain, parce que on leur a toujours, on va dire, on a toujours reproché au Front National de... Yann Beaumont. Mais non, Yann Beaumont, il y a un maire Front National là-bas. Oui, t'as raison. Oui. T'as raison, effectivement. Il y en a quelques-unes, hein. On verra bien, de toute façon. Oui. En tout cas, voilà, l'alliance proposée par Thierry Mariani, est-ce que ça vous paraît réalisable? Est-ce que c'est convenable? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ex-ministre Thierry Mariani?
Pour l'instant, je dois dire que vous êtes tous contre. Hein. Non. Même d'ailleurs, si vous n'êtes pas sympathisant de droite, vous avez du mal à imaginer cette alliance. Vous continuez de voter en tout cas sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et en nous appelant, si vous le souhaitez, bien sûr, au 01 40 33 9000. On va reparler, si vous le voulez bien, de Ménel et Mtisen. C'était elle, sa prestation dans The Voice. Un petit extrait. Secret chord. Pas possible. You don't really care for music, do ya? Pourquoi parler de Ménel alors que tout semble terminé pour cette affaire? Pour vous indiquer que coupé au montage, cruel épilogue finalement d'une éviction ultra médiatisée. Ménel et Mtisen, après avoir été forcés de quitter l'aventure de The Voice de manière fracassante, disparaît totalement de l'émission, effacé, gommé par TF1 et la société de production qui s'appelle ITV Studio. Ses prestations vocales cristallines enregistrées il y a quelques semaines, qui avait d'ailleurs en avait fait une valeur sûre de l'émission, lui permettant de franchir avec succès les différentes étapes jusqu'au donc duel, ont été passés à la trappe de la censure, comme si le couteau n'avait d'ailleurs pas été assez remué dans la plaie. Les candidats que la jeune chanteuse avec cette présence lumineuse avait affronté sur scène ont eux été gardés au montage. Un commentaire en voix off expliquera aux téléspectateurs l'inexplicable, mais il n'est pas sûr pour autant que le souvenir de Ménel et Mtisen s'évanouisse aussi facilement. Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser que ce coupage, cette manière dont Ménel et Mtisen a été coupé au montage, c'est avec son accord, mais bon, on imagine ce que ça peut donner évidemment. Donc Ménel coupé au montage, est-ce que ça te choque toi, Nasser? Oui, ça me choque parce que... Est-ce que c'est pas finalement logique parce que bon, finalement, elle est partie de l'émission, on l'a forcée à partir selon les versions. Il fallait bien trouver une solution, donc... Christophe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ménel, pour moi, et je pense que pour beaucoup d'autres aussi derrière, elle a gagné The Voice. Elle a réussi à faire sa communication. Elle a réussi à faire, à se faire écouter entre guillemets par la population, parce que on a fait tout un cinéma sur elle en expliquant que voilà, c'est inacceptable. Elle a fait une chanson sur la Palestine, des tweets inacceptables, etc. Donc elle a fait ses excuses, ce qui pouvait être, on va dire, pris en considération. On va dire entre guillemets, la fachosphère a réussi à faire, comment on appelle ça? À faire gagner des voix, des voix aux extrêmes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Ménel aujourd'hui elle peut avoir la conscience tranquille et demain, même si elle sort un album, elle fera carnage parce que on a beaucoup parlé d'elle. Elle a d'ailleurs un talent exceptionnel, on peut l'entendre à travers ses chansons, et en même temps, c'est une fille qui va être beaucoup suivie dans le futur, ça c'est sûr. Oui, en tout cas voilà, ce qui va se passer a priori, c'est samedi prochain dans l'émission The Voice, donc une voix off va expliquer effectivement ce qui paraît être l'inexplicable, et donc la personne qu'elle devait affronter en duel forcément sera repêchée, j'allais dire grâce à l'absence de Ménel et Mtisen, qui est d'ailleurs en train de préparer son album, et on l'a vu d'ailleurs on l'a vu en vidéo aux côtés de Slimane, le chanteur également. Très bien. Qui nous prépare peut-être un duo, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ménel et Mtisen également, cette affaire vous fait réagir. Est-ce que ça paraît, est-ce que c'est cohérent finalement le fait qu'elle soit coupée au montage depuis l'annonce de son départ? Écoutez, moi dans cette affaire, je suis un peu plus mesuré que toi, Nasser, parce que je me dis finalement, ils ont fait le choix, alors soit elle l'a fait ou ils ont fait le choix en tout cas de ne plus la passer dans l'émission, elle se retire. Je voyais mal comment ils pouvaient nous passer des extraits d'un duel qu'elle a peut-être, on ne le sait pas, remporté. Donc t'imagines un petit peu le... Non mais ça je suis complètement d'accord. Ça paraît un peu compliqué, donc il fallait couper, il fallait assumer quoi. Donc, les règles du jeu sont complètement, on va dire, complètement ça va peut-être d'ailleurs forcer comment dirais-je, la société de production et TF1 à revoir le fait d'enregistrer comme ça à l'avance cette émission, et peut-être que l'année prochaine, je ne sais pas, pour la nouvelle édition l'année prochaine, ils feront un peu plus de direct, ou en tout cas des enregistrements un peu moins éloignés. C'est clair. Quoi qu'il en soit, cette affaire
Bah, c'est un beau gâchis, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est un beau gâchis pour tout le monde, et surtout pour Ménel et pour son public, pour ceux qui la suivent depuis longtemps, donc voilà, c'est un bien dommage, c'est un triste spectacle qui a été remporté, il faut bien le dire, par la fachosphère. Ça c'est clair, mais c'est du gâchis, comme tu l'as dit Christophe. Ce qu'il faut savoir, c'est que je veux dire, cette révélation de voir que Manel, elle a été, entre guillemets, on est parti chercher, entre guillemets, dans ses tweets, parce qu'elle portait le voile, hein. Celui qui me dit que c'est pas par rapport à son voile, je lui dirais que c'est une erreur monumentale, parce que si elle portait pas le voile, aujourd'hui elle sera encore sur The Voice. Donc voilà, c'est pas une surprise. On a un gros problème en France, il y a la question de l'islamophobie qui est toujours présente, et j'espère tout simplement que les gens regarderont les personnes qui passeront à The Voice sur la qualité de la prestation et non pas sur l'appartenance ou on va dire la visibilité, voilà, de son voile. Voilà Christophe. Eh bien on va prendre Malik qui est avec nous au standard au 01 40 33 9000. Bonsoir Malik, qui nous appelle d'où? Bonsoir Malik. Salam alaikum. Bonsoir à toutes et à tous les auditeurs. Tu nous appelles d'où Malik? De la Seine-et-Marne, du 77. Ah oui, oui. Voilà. Alors. Et j'aimerais rebondir en fait sur le cas Manel. Ouais. Je vais juste enlever le... Voilà, vas-y. C'est le direct. Tu conduis Malik? Non, je conduis plus. Ah bah c'est très bien, bravo pour la prudence en tout cas. Je suis prudent. Oui, donc en fait, moi je tenais à dire que TF1, en fait, vous avez parlé de TF1 et de la décision de TF1. À la base, je pense que à la source, pour moi, je trouve qu'ils ont quand même pris un risque au départ, avant cette affaire, et c'est tout à leur honneur, dans le sens où c'était quand même une femme voilée. Je pense qu'ils ont eu de grosses pressions. Ils ont subi de très grosses pressions et c'est pour cela qu'ils l'ont retiré. Mais il faut pas oublier qu'à la base, sans cette affaire, elle serait encore sur TF1. Et c'était un choix qui était déjà assumé à la base par TF1. Et ça, je pense pas qu'on puisse leur reprocher à ce niveau-là. Après, sur le deuxième plan, on va dire médiatique de cette affaire, je vais retenir une chose. Enfin, c'est une vidéo sur YouTube qui est complètement une vidéo mais ordurière, qui menace clairement Manel. Oui, c'est un boxeur de pas oui, Patrice en carton là, oui. Mais c'est quand même incroyable, quoi. Ouais. C'est incroyable. C'est un lâche. Non mais un minable. Non mais vous imaginez le choc. Elle a eu des paroles qui ont certainement dû dépasser sa pensée, quoique il faut se rappeler, il faut quand même resituer le contexte. À l'époque, Manel, c'est une fille qui est d'origine syrienne. Ouais. Elle a peut-être subi, ou des membres de sa famille subi la guerre, on va dire. Elle a peut-être subi la guerre. Elle a peut-être des proches qui sont décédés dans son pays, et dont la France, et on peut pas le nier, a été directement liée à cette guerre. C'est la France, et je le dis au fort, qui ont bien armé une faction de la population contre Bachar. Eh ben, Malik, j'aimerais juste rappeler, je vais juste rappeler une phrase du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Monsieur Laurent Fabius, qui avait dit, elle ne sera fait du bon boulot en Syrie. Exactement. Voilà. Okay. Donc c'est après ça. Il faut resituer toutes ces paroles dans leur contexte. C'est pas lorsqu'elle dit c'est la France qui était. Elle parle des actions du gouvernement français. Elle ne parle pas des Français et de la France en général. Bien en sûr. fait, ils ont fait un amalgame et en fait, ce qu'ils voulaient pas, c'est voir une fille voilée à la télé sur un plateau à grand public. C'est tout. Ouais. C'est tout simplement ça. Donc, mais vous imaginez si on va rechercher tous les propos de Facebook, de YouTube. Non, mais imaginez, mais c'est 4 fois pire que ce que. Parce que le problème de Facebook, c'est on réagit à un moment donné, on a un sentiment, on réagit à un instant T. Et les écrits restent malheureusement. Et 2 minutes après, elle a peut-être dû dire j'ai peut-être été un peu fort. Moi-même, j'ai des paroles qui dépassent. Enfin, je dis des choses des fois que je devrais pas dire, et même des propos racistes des fois contre d'autres personnes que je devrais pas. Je dis mais je suis con, qu'est-ce que je raconte? Faut arrêter de raconter, faut que j'arrête de dire n'importe quoi. Donc voilà, je pense que ça a été vraiment au bout du bout une volonté je pense que en fait, ce qui est triste dans cette histoire, Malek et amis auditrices auditeurs, c'est que la fachosphère est gagnée, quoi. C'est elle qui a fait pression, c'est elle qui a cherché je pense que TF1 fouillé au fond des poubelles. Moi je peux pas leur en vouloir, parce que à la base
sans cette histoire, elle serait encore sur le plateau. Probablement. Et il n'y a pas beaucoup de chaînes qui auraient peut-être misé sur une fille voilée. Non mais voilà, à la base sur une antenne. Merci Malik. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. À très bientôt. Dans un instant, mon cher Ami Nasser, ton avis tranché. Tu vas nous parler de violence dans les quartiers. Tout à fait. De violence entre jeunes, entre territoires, dans une même ville. Exactement. Et oui, ça paraît inconcevable, mais pourtant c'est vrai. On va aller faire un petit tour du côté de Gennevilliers avant de recevoir nos invités. On va aller du côté de Clermont-Ferrand pour faire un petit retour en arrière sur cette affaire qui avait bouleversé un certain nombre d'entre vous, notamment les habitants de Clermont-Ferrand, l'affaire Wissam El Almi, et on recevra son frère dans un instant. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Monsieur Nasser Lajili sur France Maghreb 2, et Monsieur Nasser Lajili va nous emmener faire un petit tour du côté de Gennevilliers dans son avis tranché pour parler de ce qui s'y passe. Voici le jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va parler violence, mon cher Ami Nasser. Pour cela, tu nous emmènes à Gennevilliers. Que se passe-t-il ? Exactement, je voulais parler, et j'ai choisi d'ailleurs de vous parler des violences entre petites bandes de jeunes de quartier. En effet, je suis d'une ville de Gennevilliers à Gennevilliers, où la semaine dernière, un jeune homme a définitivement perdu l'usage d'un œil à la suite d'une agression de la part d'un groupe de jeunes venus d'un autre quartier de la ville. Cela fait des décennies que, sans autre raison apparente qu'une guéguerre de territoire, une guéguerre ridicule et artificielle, est entretenue sans motif réel entre des bandes de quartiers différents mais voisins, à l'intérieur d'une même ville ou entre des villes voisines. Cela produit des dégâts considérables, d'abord physiques, sur l'intégrité des jeunes qui subissent des blessures parfois très graves, puis psychologiques et sociales sur ces mêmes jeunes, mais aussi sur les autres jeunes, leurs familles et finalement la plupart de tous les habitants. Ce qui est frappant, c'est que pris par un par un d'ailleurs, chaque jeune est incriminé, paraît souvent quelqu'un de convenablement intégré dans la société. Pas forcément en échec scolaire, ayant reçu une éducation parentale correcte, mais qu'il est dans un phénomène de groupe, entraîné dans une spirale de surenchère dans la violence, comme pour justifier son appartenance au groupe. Ce phénomène semble leur ôter toute capacité de réflexion, toute humanité même, ce qui est très préoccupant. Face à cela, les parents, souvent des mères isolées, sont complètement désemparés et ne savent même pas vers qui se tourner pour demander de l'aide. Lutter contre ce phénomène, c'est un combat de long terme à mener dans l'éducation et l'encadrement dès le plus jeune âge. Cela exige des moyens considérablement accrus dans l'éducation scolaire comme dans l'éducation spécialisée. Cela requiert des méthodes innovantes dans la politique de prévention de la délinquance et pour la protection judiciaire de la jeunesse. Cela demande de repenser le rôle de la police et de la justice des mineurs. Cela impose enfin de nouveaux leviers d'intégration socio-économique des jeunes, comme leur prise en charge psychologique et psychiatrique. Dans cette perspective, il est impératif de mieux reconnaître le rôle des bénévoles et des associations qui sont actuellement négligées quand elles ne sont pas dénigrées ou discriminées. Si les pouvoirs publics, tous niveaux confondus, ne comprennent pas qu'il faut mettre le paquet pour réduire ces violences, les quartiers populaires finiront par devenir invivables. Des ghettos pour les couches de population qui voudraient quitter ces quartiers, mais qui n'en auront jamais les moyens. Une fois de plus, au bout du compte, les victimes seront sociologiquement toujours les mêmes. Les gens économiquement favorisés s'en tireront toujours, quitte à se regrouper encore plus qu'aujourd'hui dans les villes faites pour eux, et la grande majorité de tous les autres sera condamnée à subir un mal-vivre généralisé. C'est pour cela qu'il est temps d'agir, Christophe. Voilà mon avis tranché, et si j'interpelle les gens à travers cet avis tranché, c'est tout simplement parce qu'à Gennevilliers, on a eu, on va dire, des confrontations entre jeunes de quartier, comme je le dis au début de cet avis tranché. L'année dernière, on a eu une personne qui est tombée dans le coma à travers ces conflits qu'on a pu avoir dans ces quartiers. Il y a 2 semaines, il y a un petit jeune qui a perdu son œil à travers aussi ces conflits. Donc, à un moment donné, c'est aussi une responsabilité générale, que ça soit politique, que ça soit les familles, mais aussi nous en tant que personnes, en tant qu'être humain, on doit aussi agir pour faire en sorte que tout ça s'arrête. Donc voilà, Christophe. Merci beaucoup Nasser pour cet avis tranché. Justement, vos réactions également à l'issue de l'avis tranché de notre ami Nasser Lajili pour savoir si vous partagez ou pas d'ailleurs cet appel de Nasser Lajili. Samir, est avec nous. Bonjour Samir. Oui, bonjour. Bonjour Samir, on t'écoute. En fait, je voudrais intervenir sur ce qu'il disait le monsieur là. C'est totalement faux.
La violence dans les cités, nous, on l'a vécu. On n'était pas comme les petits jeunes de maintenant, là, qui font tout et n'importe quoi. Nous, on respectait les voisins, on respectait tout le monde. On était plus grands bandits qu'eux. Et on s'est pas permis ce que ces jeunes font à l'heure actuelle. Il leur faut comment on appelle ça, un redressement complètement de cette jeunesse qui se croit tout permis et qui se croit au-dessus des autres et qui a aucun respect des autres, de l'être humain. Mais en quoi c'est parce que nous on a grandi dans les cités. Samir, en quoi c'est faux ce que dit Nasser, parce que lui il parle de cette nouvelle génération en l'occurrence, parce que il parle de ce qui s'est passé en référence avec un gamin qui va perdre l'usage de son œil, qui a perdu un œil suite à des bandes. Pourquoi il a perdu un œil ce mec-là? Parce qu'il a manqué de respect à d'autres gens qu'ils devraient même pas déjà se confronter comme ça, ces jeunes-là déjà. Pour qui ils se prennent pour pouvoir se permettre des choses comme ça, alors que nous on était plus banditisme qu'eux, on respectait même la police, on respectait tout le monde, même la police quand elle nous arrêtait, nous serrait la main, on buvait un coup avec eux, disait allez rentre chez toi, il n'y a pas de problème. Ces gens-là, c'est eux qui ont créé le désordre, c'est ces nouveaux jeunes qu'il faut dresser maintenant. D'accord. Faut arrêter d'être gentil avec eux, c'est ça que je vais expliquer. D'accord. On est trop gentil, monsieur Nadir. Alors, moi de votre nom, qui a parlé tout à l'heure. Non, mais c'est moi, c'est Nasser, c'est ça exactement. Nasser. On est trop laxiste, Nasser, avec ces gens-là. On leur met pas des tartes dans la gueule comme nous on a pris avant, à l'ancienne. Alors, on respectait les voisins, on mettait pas la musique fort. Samir, le principe de l'émission c'est le débat, donc si tu laisses pas parler ton interlocuteur, on va pas y arriver. Nasser souhaite te répondre. Moi je connais le truc. Oui, bah c'est bien. Nous aussi on connaît, mon ami. Tu sais, on a grandi en cité aussi. Tu connais tout ça. T'as grandi peut-être aussi dans une cité. Tu sais ce qui se passe. Bah oui, enfin un petit peu. Ils manquent un total de respect à tout le monde, même aux grands. D'accord. Il faut en finir avec ces jeunes. Il faut les massacrer, moi je dis. Oh là, Samir, ça va pas bien, non? T'es complètement fou, toi. Samir, reprends-toi, mon ami. Je pense que tu es un peu trop énervé là. Sur la question, alors moi, par contre, je vais essayer de te répondre. Après, peut-être que la réponse que je vais faire, elle va peut-être pas te plaire, mais juste pour te dire, Samir, je te rappelle juste une chose. La situation déjà, elle est complètement différente. C'est des conflits entre jeunes. C'est pas un conflit de manque de respect ou pas. C'est pour montrer tout simplement leur territoire, ce qui est différent. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire c'est des conflits merdiques pour moi. C'est des conflits qui devraient même pas exister dans notre société. Ça, c'est le premier point. Si on parle de la police, faut voir aussi les bavures policières qu'on peut avoir dans le quartier. Et ça, c'est pas la police de proximité qu'on a pu connaître dans les années 80. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. On est en train de travailler sur des répressions qui n'apportera jamais des solutions dans nos quartiers. La vraie question, c'est une question éducative. Et la question éducative, on peut pas la négliger en un coup comme ça, comme si que tout était normal. Allez, on va le balayer, on va le massacrer et point barre. Non, ça ne réglera jamais le problème. Il y a des parents qui sont complètement dépassés. Aujourd'hui, est-ce que c'est de renvoyer la faute aux parents et point barre et on se dit bah c'est ton fils qui est responsable et on s'arrête là? Non, la solution c'est il y a aussi des parents qui sont complètement dépassés et comment on peut les accompagner, comment nous aussi, parce que c'est nos enfants. Parce que ça peut arriver à ton, ça peut arriver à ton enfant. Ce petit jeune qui s'est fait, je vais juste prendre, excuse-moi Samir, je vais juste qui ils sont pour nous emmerder jour et nuit. D'accord, ce petit jeune, je vais te dire, ce petit jeune. On n'a pas fait le quart, Nadir. On n'a pas fait le quart. C'est Nasser. Ouais. Non, mais moi. Nasser, pardon. Non, c'est pas grave. On n'a pas fait ce qu'ils ont fait, ces gamins-là, là. Alors, pour je sais pas quoi. Je rappelle juste une chose. Je crois que t'as dû avoir une embrouille, toi, il y a pas longtemps. Hein. Non, mais. Samir, après, je t'étais embrouillé avec qui, toi? J'espère qu'on se comprend ce que. Non, moi, il y a pas de souci. On peut ne pas. J'ai compris ce que t'as voulu me dire. Mais ça va trop loin. Ça commence à aller trop loin. Oui, mais est-ce que notre société, elle est pas malade là-dessus par rapport à ça aussi? Je comprends pas pourquoi l'État déjà, il laisse des jeunes déjà de 13 ans, 14 ans de dehors. Mais l'État, ils en ont absolument rien à faire de ce qui se passe dans les quartiers populaires. On le voit tous les jours, les quartiers populaires. Voilà, déjà, c'est pas normal. T'as des mecs avec 14 ans qui restent en bas en train de fumer une chicha. Normalement, tu descends, tu leur en Ah, mais faut pas généraliser. Un petit jeune. Chez vous, ils n'en parlent plus, l'histoire, allez, régler. Bon, merci Samir. Je pense que t'es un peu énervé, là. Je pense que t'as dû avoir une embrouille, toi. C'est pas possible autrement. Ce qui est hallucinant, c'est que Samir, j'ai l'impression qu'il a pas vécu aussi cette jeunesse. Nous, on a tous connu aussi des conflits, des bagarres, etc. Effectivement, que là, ça, c'est un vrai problème. Non, mais c'est un vrai problème, effectivement, que la situation, elle devient de plus en plus difficile. Plus on avance dans le temps, et plus ça devient difficile. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ce petit jeune qui s'est fait agresser, il s'est fait agresser à 7h30 du matin. Il allait au lycée. C'est pas quelqu'un qui traînait dans la rue. C'est quelqu'un qui est intégré. C'est quelqu'un qui qui va à l'école comme tout le monde. Enlève-moi tout de suite ce mot intégré. Je déteste ce mot intégration. Non, mais effectivement, tu as raison. C'est un terme qu'il faut peut-être
peut-être oublié. Mais la question de dire que c'est quelqu'un qui est complètement abandonné, qui n'est pas du tout, on va dire, intégré à la société, même si t'aimes pas ce mot-là, je vais le réutiliser. Mais c'est important aussi de mettre en avant que ces jeunes-là qui se font agresser, qui sont tapés, etc., c'est des personnes qui fréquentent les écoles, qui fréquentent aussi certaines structures, et parfois c'est l'effet de groupe, entre guillemets, qui fait que, voilà, pour se montrer meilleur que les autres, on va montrer qu'on est aussi balèze que les autres. Voilà. Bon, alors, justement, on va rester, malheureusement, j'allais dire, dans la violence avec nos invités qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis ravi de les accueillir. D'abord, je vais commencer par Farid El Yamni. Bonjour Farid, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour situer un petit peu aux auditeurs, on va revenir un petit peu en arrière. On est en 2011. Vous avez votre petit frère. C'est votre petit frère, hein, on est d'accord? Non, c'est en fait c'est le grand frère. D'accord, voilà. Bon, je reprends. Donc c'est en 2011 pour la nuit du réveillon, oui. Du 31 décembre. Votre grand frère sort, hein, comme beaucoup de gens donc à cette période, j'allais dire, pour fêter l'arrivée de la nouvelle année avec des amis, etc. Et une soirée qui évidemment restera pas sans conséquence puisque votre frère est décédé le 9 janvier 2012 après pas moins de 9 jours de coma. Suite à ce que vous voulez faire entendre des violences policières. Vous êtes accompagné d'ailleurs de Mounir vous avez constitué ce comité de justice pour Wissam. Bonjour Mounir. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs et merci pour l'invitation Christophe. Et je salue d'ailleurs toute la famille El Yamni du côté de Clermont-Ferrand parce que dès le déclenchement de cette affaire, on s'est saisi de cette histoire, on a relayé et puis essayer de recueillir des témoignages. Farid, la question toute bête que j'ai envie de te poser, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Ça va mieux. Ça va mieux parce que on a réussi. La justice a voulu rajouter à l'injustice de la mise à mort de mon frère la diffamation en affirmant qu'il était sous emprise de drogue et qu'il avait pu mourir de ça. Et on a aujourd'hui prouvé, en allant voir des grands scientifiques et avec des données scientifiques, que cette version-là était fausse. Donc on est, comment dire, la tendance elle est plutôt positive parce que l'honneur, lorsque vous perdez quelqu'un, en fait, après il vous reste ses souvenirs. Moi j'ai vécu 20 ans dans la même chambre que lui. Mon frère, c'est quelqu'un qui a jamais haussé la voix sur ma mère. C'était quelqu'un. Après, c'est ce qu'on dit souvent d'une personne qui part. Dites-nous un petit peu qui d'ailleurs était votre frère. Présentez-nous-le cet après-midi. C'était le grand frère de la famille. Donc c'était quelqu'un qui s'amusait toujours avec ma petite sœur. C'était un blagueur. C'était connu pour être un blagueur. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup de choses. Il avait d'ailleurs des groupes de rap. Il faisait beaucoup de choses. Et c'était aussi quelqu'un qui quand j'ai vécu 20 ans dans la même chambre que lui, il aimait bien refaire les chansons, rechanter. Il avait aussi des rêves. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était une semaine avant. Ma mère avait fait un repas. Il me parlait de ses désirs de voyager, notamment à Dubaï, voir un petit peu d'autres choses. Il avait beaucoup de rêves. Ouais, c'était. On a tendance à l'essentialiser comme une victime de violence policière. C'est pour ça que j'apprécie votre question. Mais c'était beaucoup plus que ça. Pour nous, c'est un point. Mais c'est le point final peut-être. Mais il y a toute la phrase d'avant qui est presque beaucoup plus importante à nos yeux. On sent en tout cas beaucoup d'émotions, Farid, encore aujourd'hui. Les cicatrices sont pas totalement refermées. Est-ce qu'elles le seront d'ailleurs un jour? J'ai envie de dire, le problème qu'on a, c'est que la vérité médicale n'a toujours pas été faite. Les témoins du commissariat qui ont vu les policiers torturer à mort mon frère n'ont toujours pas été entendus. Mon frère est toujours diffamé dans les médias par des figures d'autorité, hein, notamment procureurs, tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est que à l'heure actuelle, en fait, c'est pas cicatrisé parce qu'on a notre devoir de défendre, justement. Hein, nous, on est toujours sur une question de justesse, de défendre justement sa mémoire. Nous, on n'a jamais menti hein, en 6 ans. J'ai l'impression qu'il va quand même durer, mais on fera notre devoir jusqu'au bout. Et c'est vrai que parfois c'est un petit peu pesant parce que ça reste, en fait, c'est quelque chose qui reste. C'est-à-dire vous vous levez le matin, c'est comme s'il y avait un projet c'est comme si vous construisiez une maison et que la maison en fait n'était jamais terminée. Et ben là c'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'il y a, je vais peut-être poser la question à Mounir pour le coup. Pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé, parce que beaucoup d'auditeurs peut-être cet après-midi découvrent ou redécouvrent cette histoire.
qui s'est déroulé donc en 2011, il y a maintenant 6 ans. C'était à Clermont-Ferrand. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous avez comme éléments qui vous permettent de dire aujourd'hui ce qui s'est passé du 31 décembre, donc le soir où Wissam est parti sortir, soit pour une soirée du réveillon, jusqu'à la mort du 9 janvier. Qu'est-ce qu'on a comme élément aujourd'hui qui a été d'ailleurs aussi reconnu par la justice? Qu'est-ce qui se passe? Où en est-on par rapport à l'enquête? Tu veux dire, Christophe, pendant les 9 jours, entre le 31 et le 9 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dès lors que Wissam sort pour sortir? Quels sont les éléments que vous avez pour nous raconter ce qui s'est passé visiblement? Mais écoute, Christophe, de ce que moi j'en sais, et à la limite c'est Farid qui pourrait mieux nous informer, nous éclairer là-dessus, mais moi de ce que j'en sais, vu la question que tu me la poses à moi, tu sais, c'est un peu comme un enfant qui a fait une bêtise et qui cache vite sa bêtise pour avoir le temps de bien la cacher. Faut savoir que la famille El Yamni a appris que Wissam a été arrêté et donc battu le lendemain, 24 heures après. Pourquoi il a été arrêté, Wissam? Soi-disant pour avoir jeté une pierre. Alors, Farid en pense qu'il en veut. Moi, je n'y crois pas. Voilà, je le dis aujourd'hui. Quels sont les liens que vous aviez avec Wissam? Alors moi, je l'ai connu quand j'ai grandi avec lui. Ouais. On est du même quartier. J'ai souvent tendance à dire que j'aurais aimé peut-être participer à ce genre de combat, même si je ne le connaissais pas, mais je le connaissais effectivement, et j'appuie ce que dit Farid, à savoir que Wissam était un bon vivant, une bonne âme, avec beaucoup de bonnes intentions, et quelqu'un avec qui il était agréable de rester et de discuter. Donc il sort, il se fait arrêter pour soi-disant avoir jeté une pierre, si tel est vrai d'ailleurs, bon ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'arrestation et au moment où vous apprenez 24 heures plus tard qu'il est à l'hôpital et dans le coma? J'ai peut-être continué. Donc en fait, on l'accuse d'avoir jeté une pierre sur une voiture de police. Ouais. Il est arrêté. Selon plusieurs témoignages, il subira un premier tabassage. Il est emmené rapidement au commissariat. Dans le commissariat, il y avait des témoins qui sont assis devant la salle des geôles. Il n'est pas mis dans la salle des geôles parce qu'il y a des caméras. Il est ramené devant le couloir du commissariat, là où il n'y a pas de caméra, et à ce niveau-là, il sera tabassé. Des cris seront entendus, et il tombera dans le coma. 9 jours plus tard, alors qu'il sera en soins intensifs, 10 jours plus tard, il décédera. À ce moment-là, une autopsie sera faite. Elle sera faite comme si il venait de mourir. On précisera pas en fait qu'il y a eu 10 jours en soins intensifs, et c'est important de le dire, c'est en soins intensifs. Quand vous avez un boxeur qui finit un combat, au bout d'une semaine, ses coups partent, ouais. Et donc ils ont dissimulé son état. À partir de là, des photos ont été trafiquées. Ils ont pris des photos à la fin de son hospitalisation qu'ils ont voulu faire passer au début de l'hospitalisation. Les témoins, comme je vous dis, du commissariat ont été écartés. Ouais. On a voulu en entendre d'autres. Donc pas de vérité médicale. Destruction de photos, parce qu'il y avait bien des photos du 1er janvier. Destruction de photos après avoir... en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a prouvé que ces photos-là n'étaient pas bonnes, notamment parce que les médecins avaient pris des photos du 2 janvier où il était plus marqué que sur les photos censées être prises le 1er janvier. Ouais. Et à partir de là, on est parti à la chambre d'instruction pour imposer qu'on date l'ordinateur et l'appareil photo numérique pour prouver que ces photos-là, en fait, ont été antidatées. Et ça, ça a été reconnu. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'ordinateur et l'appareil photo ont été formatés après la demande de les analyser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on demande des éléments, à charge, c'est soit pas fait, soit mal fait. Et ce qui se passe simplement aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est rentré dans un autre monde. On a compris comment le système fonctionnait. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la justice, lorsqu'on vous parle avec des juges d'instruction, ils vous le disent clairement, en fait, elle n'a plus de moyens. Dans le sens où elle n'a plus de moyens propres. Elle est obligée de déléguer des éléments d'enquête et d'accorder une confiance absolue à des gens qui lui apportent des éléments. Un petit peu comme un chercheur qui dirait à un stagiaire, regarde dans le microscope et dis-moi ce qui se passe. Ouais. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes qui apportent ces éléments-là, parfois apportent de mauvais éléments. Quand il y a une volonté politique de faire la vérité, ça va très rapidement. Oui, absolument. Ouais. Les exemples ne manquent pas d'ailleurs. Quand il y a une histoire de pédophilie ou de tout ça, ça va très vite. Ouais. Mais lorsqu'il y a une volonté politique de ne pas faire la vérité, le juge, même s'il est honnête, c'est impuissant. Et c'est ce qui se passe. La vérité, aujourd'hui, elle est dérangeante. On va en parler si vous le voulez bien. On va reprendre un petit peu le fil de toute cette histoire et de votre combat qui n'est pas encore terminé.
votre combat? Tant qu'on n'aura pas la vérité et la justice, il sera pas terminé. Mais ça a avancé quand même. En 6 ans, il y a quand même des éléments. À chaque fois qu'il y a eu des éléments, c'est nous qui les avons apportés. Comme je vous ai dit, ils ont voulu nous imposer que les que mon frère était mort d'une histoire de drogue. Ouais. C'est parce qu'on est parti voir des experts cardiologues, des experts toxicologues reconnus. Ouais. Qu'on a prouvé que c'était pas vrai. Bon. Donc en fait tout cela pour vous dire. On fera le point Farid si tu veux bien parce que j'ai juste la pub et comme ça on s'en débarrasse et les auditeurs et auditrices qui découvrent cette histoire cet après-midi peut-être d'ailleurs pourront appeler peut-être pour apporter témoignage ou simplement soutien évidemment à la famille Liamni et ce combat que Mounir mène aussi de son côté avec beaucoup de détermination et voilà, vous en manquez pas en tout cas messieurs, de la détermination, c'est le combat pour la mémoire de votre frère Farid aujourd'hui dont il s'agit. Le combat, vous l'avez compris, pas tout à fait fini, mais loin d'être terminé. Quand on fait face évidemment à une administration aussi lourde que pour faire reconnaître évidemment une erreur policière. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire le procès de la police tout entière. Il s'agit de dénoncer le comportement d'une minorité qui salisse cette belle corporation qu'est la police. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le LGF avec Farid El Yemni, le frère de Wissam et Mounir du comité justice et vérité pour Wissam. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et nous sommes en compagnie de Nasser Lajili évidemment ce mardi, puisque le mardi c'est Lajili. Je vous rappelle la question du jour quand même malgré tout, Thierry Mariani qui évoque le fait d'un rapprochement entre la droite et le FN pour tenter de gagner d'éventuelles élections. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancien ministre? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel et pour l'instant vous êtes en grande majorité à dire non. 71 sur Twitter, 68 sur Facebook. Vous continuez de voter bien entendu. Nous sommes en compagnie de Farid El Yemni qui est le frère de Wissam El Yemni qui est mort donc le 9 janvier 2012 suite à ce qui apparaît comme donc étant une violence policière, ainsi que Mounir qui est lui à la tête de ce comité de justice et vérité pour Wissam. Farid, tout à l'heure, juste avant la pub, vous nous racontiez un petit peu les faits qui se sont déroulés au cours de cette soirée, j'allais dire tragique. Quels sont les éléments que vous avez en votre possession qui vous permettent aujourd'hui d'affirmer que ça s'est bel et bien passé comme vous le dites aujourd'hui? Quels sont les moyens d'action que vous avez eu pour vous en assurer? Mis à part évidemment que vous connaissez votre frère et qu'il y a des choses qui vous paraissent impensables, mais soyons concrets cet après-midi. Quels sont les éléments qui vous disent qui vous permettent de dire aujourd'hui, d'affirmer que les faits se sont bel et bien passés comme vous le dites? Alors déjà la première chose, c'est que les éléments qu'on nous apporte sont faux. Ils sont amenés de telle sorte qu'on parle simplement des conclusions et pas de la manière dont c'est apporté. Si bien que Mediapart dira que c'est l'histoire d'un fiasco judiciaire et d'une police intouchable. Parce qu'ils ont vu les éléments. L'important c'est d'arriver à des conclusions. Oui. Sauf que lorsque vous voyez comment on arrive à des conclusions, on en arrive d'une manière qui ne respecte pas la logique ni la science. Donc ça déjà c'est un point. C'est lorsque vous voyez les éléments qu'on vous apporte, celui qui a rien à se reprocher, pourquoi il a intérêt de mentir? Moi j'ai comment dire, je ne mens jamais parce que je n'ai pas intérêt de mentir, parce que je n'ai rien à me reprocher. Et par contre eux, à partir du 10e, du 11e dysfonctionnement, il y a quelque chose à se poser quoi. Quand vous voyez que des preuves sont trafiquées, quand vous voyez par exemple qu'on dit qu'il avait un problème cardiaque qui a provoqué la mort, mais qui dit ça? Celui qui dit ça, c'est quelqu'un qu'on a défini comme expert cardiologue, alors que le gars n'exerce même pas en cardiologie. Lorsqu'on est parti voir un chef de cardiologie, il nous dit que cette personne-là ne sait pas lire un électrocardiogramme. Ce que je souhaite vous dire par là, c'est que c'est la science qui contredit les éléments qu'on nous apporte. Ouais. Et puis des témoignages, à un moment donné, lorsque vous avez plusieurs témoins qui vous disent des choses cohérentes, par exemple les témoins qui ont vu les policiers massacrer mon frère, oui. ils disaient qu'ils ont vu, qu'ils se baissaient, qu'ils entendaient les policiers le taper, qu'ils le voyaient. Et pareil, ils ont mis la musique aussi un peu forte. Alors, moi je vous parle du couloir du commissariat. Ouais. Ça c'est l'histoire du parking. Effectivement, les témoins du parking, et là je vous parle d'une dizaine, disent que les policiers... Ça c'était avant le parking. Ouais, c'est au moment de l'arrestation. Au moment de l'arrestation, ils mettent la musique forte, ouais. Et ils commencent à le tabasser. C'est ça. Ouais. Devant des témoins? Devant des témoins, ouais. Et lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a des témoins, bah il l'emmène dans le couloir du commissariat et ils terminent leur boulot. Est-ce qu'il y a eu tentative peut-être de... comment dirais-je, d'essayer
d'essayer pour ce qui est des témoins, en tout cas, de leur dire attention si vous parlez, etc. Il y a une tentative de menace, voilà, des pressions. Je cherchais le terme. Alors moi, je suis pas en contact avec les témoins parce que la partie civile ne doit pas. Mais ce qui se passe, c'est que c'est de l'autocensure, forcément. Effectivement. C'est-à-dire que les témoins, la police des polices a écarté les témoins, notamment. Elle a entendu les témoins qui étaient inoffensifs et elle n'a pas voulu entendre les témoins qui étaient qui remettaient en cause les éléments. Donc en fait, c'est de l'omission. Voilà. Le système fabrique, il y a beaucoup de mensonges, mais la plupart des mensonges, c'est des mensonges par omission. C'est-à-dire qu'on met de la lumière là où en fait il y a rien. Et on ne met pas de la lumière. Est-ce que Wissam, lors de son arrestation, peut-être aurait pu ne pas comprendre ce pourquoi il était arrêté, et aurait pu émettre des objections à sa manière, ce qui aurait pu, en insultant les policiers par exemple, ce qui ne justifie en rien évidemment la violence, hein, on est d'accord. Peut-être, mais ce que disent notamment nos avocats et notamment le juge d'instruction, c'est qu'il y avait 25 policiers et que mon frère était tout seul. Donc à un moment donné, lorsqu'on est 25 et qu'ils partent au commissariat avec 2 policiers, s'il était vraiment virulent, il serait parti avec 4-5 policiers. Et en plus, ce qui se passe, c'est que il y a des policiers qui disent qu'il était calme. Je veux dire, s'il y a des policiers qui disent qu'il était calme, c'est que il était menotté. Alors et aussi, ce que je souhaitais vous dire, c'était que, par exemple, sur les éléments, ils ont voulu criminaliser mon frère. Ils ont dit que mon frère avait appelé les policiers. Et en fait, lorsqu'on écoute cet appel, ce n'est même pas la voix de mon frère. Ce n'est même pas la voix des personnes qui étaient avec lui. Et ça, c'est à chaque fois où on fouille quelque chose, c'est du n'importe quoi. Le corps de mon frère nous a été rendu 6 mois après les faits. Ça veut dire quoi de rendre un corps 6 mois après les faits en état de putréfaction? Et voilà, ça veut dire qu'il n'était pas dans le frigo, Christophe. 6 mois sans être dans le frigo. Ça rappelle un peu étrangement l'affaire Yacine qui s'est déroulée à Aulnay il y a pas longtemps. C'est fou. Là, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, ils te détruisent psychologiquement et t'empêchent de te battre. Ce qu'il faut rappeler, et on l'a pas encore rappelé depuis tout à l'heure, si je peux me permettre, c'est que dans toutes les affaires de violence policière, dès lors que tu touches à l'État, au sacro-saint bras droit de l'État, et Dieu merci, ou plutôt tout le monde sait que je suis pas ni anti-police ni anti-système, je suis juste anti-injustice, j'ai envie de dire. Il y a toujours le même processus qui se met en place. Dès lors que tu es victime, eh bien, on va d'abord te faire, on va te culpabiliser. On va tout faire pour mettre la lumière sur toi, en indiquant que tu es le fautif, quitte à inventer des preuves, quitte à les retourner, pour toi te faire poser des questions. C'est ce qu'on a fait avec Wissam. Oui, mais il avait un enfant, il n'avait pas d'enfant. Oui, mais il avait pris de la drogue, il n'a pas pris de la drogue de manière à ce que ça soit considéré comme positif. C'est-à-dire qu'on a refait les tests. Comme disait tout à l'heure Farid, il y a eu des expertises qui ont été faites par des gens qui n'étaient même pas compétents dans le domaine de compétences pour lequel ils ont été appelés, des cardiologues, comme il l'a dit, qu'ils étaient gériatres, des toxicologues qui faisaient pas le boulot, et qu'il a fallu reprendre ces éléments et refaire un travail d'expertise en allant voir des vrais professionnels. Donc en fait, on a dédiabolisé ce processus. Ensuite, après avoir fait en sorte que toi tu te culpabilises et que tu te poses des questions, ils vont jouer sur le temps. Et là, ils vont faire traîner l'affaire jusqu'à ce que toi, tu abandonnes. Et les 6 mois de putréfaction où le corps n'a pas été mis dans un frigo, ce qui est juste mais inacceptable, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est aussi fait pour te casser psychologiquement, moralement, pour ne plus te donner la force de combattre. Comment on vous a annoncé que votre frère Farid était à l'hôpital le 1er janvier 2012? Alors, ils sont partis voir ma belle-sœur. Qui est parti voir après ma mère, et puis moi j'ai reçu un appel téléphonique, j'étais sur Lyon et alors ce qu'on vous avez compris tout de suite de quoi il s'agissait? Alors non, lorsque ça s'est passé, que je l'ai vu à l'hôpital, je pensais que lorsqu'on m'a dit la police l'a amené dans cet état, je m'étais dit que la police lui avait sauvé la vie. Mon frère avait dû faire la fête et que il y a dû avoir une bagarre et que la police lui a sauvé la vie. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour m'enlever en fait ce... Qu'est-ce qui vous a fait comprendre que vous étiez dans l'erreur pour le coup? Lorsqu'on était parti au commissariat, un petit peu comme dans l'affaire Yacine. D'ailleurs, j'ai vu les expertises et c'est la même chose. Enfin, je reviendrai sur ce sujet-là si vous voulez bien. Mais lorsque je suis allé au commissariat, on nous a agressés. Vous voyez, lorsque vous êtes victime, vous allez au commissariat, vous attendez. Écoutez, monsieur, on l'a retrouvé comme ça, on l'a tout ça. C'était pas du tout comme ça, c'était... On a eu affaire à quelqu'un de virulent, on a eu affaire à tout ça. C'est quoi cette histoire? Et puis vous allez voir des témoins et ils vous racontent des choses. Ils vous disent, il s'est passé ça. Et puis après, lorsqu'on vous donne les éléments, vous voyez que le système le criminalise. Lorsqu'on vous donne des éléments, ça colle pas. À un moment donné, en fait, vous apercevez que... ce
qu'on vous cache des choses et que la vérité, en fait, elle est dans ceux qui sont le plus objectifs, les témoins. Pour revenir à ce que vous avez dit sur Yacine, oui, c'était exactement pareil. Moi, j'ai pu lire les expertises et j'ai d'ailleurs aidé la famille, mais c'est la même chose. Aujourd'hui, en France, en 2018, il n'existe pas de standard pour faire des expertises. Quelqu'un peut être nommé expert et peut écrire ce qu'il veut de la manière qu'il veut, comme il veut. Et il y a des gens, des juges qui n'ont aucune compétence scientifique, qui vont valider tout ça, et vous aurez dans les médias la conclusion, c'est ça. Et pour revenir à ce qu'a dit Mounir, effectivement, le système confond défendre son honneur et défendre l'orgueil. L'honneur, nous, on défend l'honneur parce qu'on est sur la vérité. Défendre l'orgueil, c'est être sur le mensonge. Et le système, il confond ces deux choses-là, en fait. Il croit que défendre son orgueil, c'est défendre son honneur. Pourquoi 6 mois d'attente pour récupérer le corps ? Parce qu'à ce moment-là, en fait, je pense que il s'était dit, il faut qu'on gagne du temps. Ouais. Il faut qu'on gagne du temps. Pourquoi aujourd'hui on n'a toujours pas la vérité médicale ? Et parce qu'en fait, à partir du moment où au début, si on faisait la vérité, c'était aussi les éléments dans un contexte présidentiel. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, la justice en fait est sujette en leur enlevant des moyens à l'exécutif. Oui. Et ben, d'une certaine manière, on l'a dit, écoutez, vous laissez le temps que les préfets, les procureurs changent, mutent et tout ça. Moi, tant que je suis là, je veux pas avoir cette affaire-là. Et en fait, c'est la patate chaude qui est redonnée au suivant. Ils réfléchissent de manière carriériste, hein, ces personnes-là. Ouais. Ils réfléchissent pas de manière morale. Pour eux, nous sommes rien en fait. Nous sommes que des objets. Alors aujourd'hui, vous en êtes où concrètement dans votre combat judiciaire depuis 6 ans maintenant ? Dans notre combat judiciaire, donc il y a eu une première autopsie où ils ont dit, ils ont trouvé un alibi parce qu'il y a un truc qui fonctionne bien, c'est de dire qu'on lui a fait une technique d'immobilisation interdite. Donc ils ont essayé de nous sortir ce truc-là qui venait de nulle part. Ouais. Vu que ça venait de nulle part et ils nous ont sorti après une histoire de cœur. Donc là, on a montré que c'est pas vrai. Une histoire de drogue, on a montré que c'est pas vrai. Et donc là, à chaque fois, vous avez apporté des éléments. Ouais, des éléments scientifiques qui prouvaient que c'était pas vrai. Donc là, on en est à la contre expertise pour faire la vérité médicale sur les causes de la mort. Et sachant que si vous n'avez pas la vérité médicale aujourd'hui, vous n'avez rien du tout. Donc ils veulent pas nous donner la vérité médicale parce que s'ils reconnaîtraient la vérité médicale, ils seraient obligés de mettre 20 ans de prison ou 30 ans de prison à des personnes qui torturent et qui prennent plaisir à torturer des gens. Qu'est-ce que demande la famille concrètement aujourd'hui à l'issue de cette enquête ? La vérité médicale. Et la condamnation ? Après ça, c'est comment vous dire ? C'est pas prioritaire pour nous. Pour nous, c'est simplement c'est la vérité. C'est la vérité médicale. Quelqu'un meurt, vous voulez savoir, vous voulez que après l'avoir diffamé en disant qu'il était sous emprise de drogue alors qu'il est en dessous du seuil de positivité, de toxicité, c'est-à-dire qu'il avait plus de principe actif, et du seuil de mortalité, c'est-à-dire qu'il pouvait pas mourir. Nous, on veut simplement que la justice reconnaisse qu'il a été tabassé à mort. Et puis après, le reste, c'est pas si important que ça, quoi. Qu'il soit condamné ou pas, si, c'est peut-être important parce qu'il faut... Ça évite que ça recommence, surtout. Bah, peut-être, mais pour nous, franchement, on peut pas vivre sans la vérité médicale. Parce que c'est une injustice qui subit. Vous voyez, quand on a l'impression que tant qu'il y aura pas la vérité, on pourra pas tourner la page. Comment vont vos parents aujourd'hui, Farid ? Depuis qu'on a prouvé de manière scientifique qu'ils n'étaient pas sous emprise de drogue, ma famille va très mieux. Parce que c'était insupportable en fait. C'était insupportable cette notion-là. Donc c'est difficile, mais on est toujours comme le premier jour, à avoir l'impression que on peut pas tourner la page parce que si nous on laisse tomber, en fait ça sera une deuxième mort. Ça sera comme si on disait sa vie effectivement ne valait rien et donner raison à ceux qui pensent que sa vie était inutile. Et ça on peut pas l'accepter. Il avait quel âge, Wissam ? Il avait 30 ans. Il avait, comme je vous ai dit, une femme, il avait des rêves, il avait beaucoup de choses. C'était le jour de l'an, il souhaitait s'amuser. Peut-être qu'il a un petit peu trop fait la fête, mais 3 mois après, lorsque le fils de Sarkozy a jeté une pierre sur un garde républicain, il a été traité de petit con. Moi, j'ai participé à des soirées comme tout le monde où des gens étaient traités des petits cons lorsqu'ils faisaient un petit peu trop la fête. Moi, mon frère, ils l'ont pas protégé des autres et de lui-même
dans une soirée de réveillon, ils se sont amusés sur lui, ils l'ont déshonoré, ils ont fait les pires injustices. On peut pas aller plus loin dans l'injustice. Dans l'injustice qu'on subit, on peut pas aller plus loin. Et en faisant ça, en fait, ils se sont attaqués pas à ce qu'il faisait, mais à ce qu'il était. Et pour eux, est-ce que nous sommes, nous tous... C'est parce qu'il s'appelait Wissem, d'après vous? C'est parce qu'il avait une... Je sais pas, parce qu'il savait pas, certainement pas qu'il s'appelait Wissam. Non, mais je veux dire je ça, pense, oui, je pense que c'était, le système, c'est avec le fils de Sarkozy, c'était un petit con. Lorsque vous avez quelqu'un d'un quartier qui fait une connerie, c'est pas un petit con. C'est quelqu'un qu'il faut, comme disait l'auditeur suivant, parce qu'il avait une tête d'arabe, massacrer. Il y a une forme de justice dans la justice. Pour eux, dans leur cerveau, il y a une forme de justice à être injuste avec nous. Il y a une forme de quelque chose de, ces gens-là, en fait, il faut pas leur appliquer une justice. C'est pas la justice de rendre justice, c'est à nous-mêmes de leur rendre justice. Ils se sentent beaucoup plus légitimes que nous-mêmes. Et à nous dans notre combat, c'est combat pour Wissam, mais aussi pour combat pour ce qu'il représente, ce que tout le monde représente, les personnes qui nous écoutent, leurs frères et tout ça. C'est dire non, on a le droit à la vie. Nos vies comptent, et nos proches, ils doivent être protégés en toutes circonstances. Et ils ont pas, en fait, à être écrasés, à être humiliés, et surtout pas être humiliés par ceux qui sont censés, justement, les protéger. Est-ce que vous avez eu du soutien auprès d'élus locaux, du côté de Clermont-Ferrand? Est-ce que vous avez été soutenu dans votre combat? Alors, effectivement, il y a même le maire de Clermont-Ferrand qui a voulu planter un arbre récemment. Alors, Mounir pourra peut-être en parler. Oui. C'est une sacrée histoire aussi, ça. On a eu le conseil général qui a fait des vœux. Il y a eu le consul le Royaume du Maroc, parce qu'il avait la double nationalité marocaine, qui s'est impliqué, et qui nous a défendus. Moi, je tiens quand même à le dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont venus nous défendre, et ça fait plaisir. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, en France, et que vous avez l'impression de pas être reconnu en tant que Français, lorsque vous avez un autre pays qui vous dit non, pour vous, nos vies comptent, pour vous, nos vies comptent, ça fait plaisir. Et je vous dis que là, j'en parle avec les larmes aux yeux, on a l'impression d'appartenir enfin à quelque chose, de pas être une vie inutile, comme on souhaite nous la traiter. Alors pour l'arbre, peut-être Mounir pourra en parler de ce qui s'est passé. C'est un arbre qui a été planté à l'endroit où il a été arrêté, c'est ça? Il n'a pas été planté, et c'était pas l'endroit. Mais je vais revenir. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ce qu'a dit Farid. Ouais. C'est très important. Farid dit, nous la famille, on veut juste la vérité médicale. Et je le comprends. Je comprends que la famille ait besoin avant tout que la lumière soit faite, que s'estompe, que s'évapore ce point d'interrogation insupportable. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous, qui sommes derrière, et qui sommes le comité Justice et Vérité pour Wissam, qui représentons le reste des personnes, on veut la justice. Il est hors de question qu'on n'ait pas la justice. Pourquoi? Parce qu'on paye des impôts, on participe à un système, on participe à une société où on nous offre un plan, une carte, un menu, on nous dit voilà, vous faites ça, en contrepartie vous devez respecter ça, et vous avez ça, des droits et des devoirs. Donc, il est normal qu'on se batte pour avoir nos droits. Il est hors de question qu'on vive dans un état où aujourd'hui on nous dit il y a une indépendance des pouvoirs, et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'indépendance des pouvoirs. Que le juge et que tout le système judiciaire est à la solde de l'exécutif. Et que le législatif est par là-haut, un peu partout, en haut, en bas, à recoudre les morceaux là où il faut les recoudre. C'est juste innommable ce qui s'est passé. Et nous, on se bat pour que cette justice, elle soit faite. Ça, c'est très important. L'histoire de l'arbre. Alors, l'histoire de l'arbre, pardon Christophe. J'avais besoin de faire cette parenthèse. et c'est important pour moi, parce que c'est un peu le cœur du combat, pour moi. L'arbre, en fait, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, tu as posé une première question à Farid. Qui était Wissam? Et l'arbre, en fait, c'était avant tout ça, c'était de rendre hommage et l'identité, les caractéristiques d'une personne à qui on a ôté ce droit d'être un être humain. Aujourd'hui, on l'a essentialisé, comme dit Farid, dans la position, dans la posture d'une victime de violence policière, et rien d'autre. On ne sait pas qui il était, ce monsieur. On ne sait pas ce qu'il aimait. On n'en sait rien. On sait juste qu'il a été. Aujourd'hui, quand tu parles, tu dis Wissam El Yamni, tout de suite, tu te réfères, t'associes ça à victime de violence policière. Oui. Voilà. Alors, on avait décidé de faire
de faire cet hommage avec une stèle, ou plutôt avec une plaque commémorative. Avec le soutien de la mairie. Le soutien de la mairie. Et si tu veux, au départ c'était un peu hasardeux, puis on a avancé nos pions petit à petit. On a eu un très bon rapport avec la municipalité, il faut pas mentir. Ouais. Un rapport limite chaleureux, où effectivement c'est construit cette action sur un an. Au début on nous a dit on va faire ça au quartier. Nous on a dit non. Pourquoi est-ce qu'on devrait rester dans une philosophie banlieusard? On est né au quartier, on grandit dans le quartier, on travaille dans le quartier, on meurt dans le quartier et on nous tue dans le quartier, et tu vas ajouter une plaque dans le quartier où c'est marqué qu'on nous tue dans le quartier. Mais c'est limite presque insultant, voire au moins limite, tu vois, c'est aux gamins, pour moi c'est un message qui veut dire faites gaffe. Si vous faites les cons, c'est ce qui peut vous arriver. Wissam était un citoyen français, il est normal qu'il ait droit au centre-ville. Donc nous, ce qu'on avait décidé, c'était dans un endroit protégé, donc le grand parc de Clermont-Ferrand, à savoir le jardin Lecoq, d'installer cet arbre-là. Le maire était d'accord. Toute l'équipe municipale était au courant. On avait un adjoint avec qui on travaillait en collaboration de concert à ce que ça se fasse. Ouais. Tout était dans les clous. Bon, et on avait même mis dans la boucle la préfecture qui était au courant. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de 2-3 jours, ça fuite dans les infos, ça fuite dans la presse. Et là, effet boule de neige, ça a pété un câble dans tous les sens, avec des extrémistes, des fachos par-ci par-là, des ci, des ça, mais c'est hors de question, nanani, nanana, blablabla. Alors que nous, ce qu'on voulait faire, c'est juste une commémoration, rien d'autre, tu vois. Ouais. Et pour eux, c'était vraiment un truc... Waouh, franchement, ça m'a choqué, parce que pour eux, c'était vraiment un truc, c'était non, ne faites pas rentrer cet hommage-là dans notre parc à nous, comme s'il n'était pas français, comme si on faisait, il y a un terme pour ça, tu sais, quand il y a quelque chose de sacré, je me souviens plus. Bref, en fait, pour eux, c'était un acte assez grave, que soit inscrit Wissam. Quand tu dis pour eux, c'est qui? C'est la fachosphère, c'est la police, c'est quoi? La fachosphère. Tout de suite en lien avec les syndicats de police. Et c'est les syndicats de police, c'est les syndicats de police qui ont sorti les griffes et qui, au final, certains. Non, mais ceux qui ont mis un frein, j'ai pas dit tous. Mais c'est des syndicats de police. Voilà. C'est des syndicats de police qui ont sorti les griffes et qui ont menacé. Alors là, écoute bien, c'est le serpent qui se mord la queue. Qui ont menacé trouble à l'ordre public et donc intimer l'ordre au préfet et au maire d'interdire cette manifestation qui n'en était pas une, parce que nous on n'a jamais appelé à une manifestation. Comme quoi, ce serait un trouble à l'ordre public provoqué par ceux qui sont censés le garantir. Trouble à l'ordre public. Provoqué par ceux qui sont censés le garantir. Ah, ils ont menacé, oui. Est-ce que là, on ressent pas finalement une deuxième mort là quand on voit ça, Farid? En fait, moi, je commence à les connaître. Je suis quotidiennement. Moi, je suis pas étonné par tout ce qui est syndicat policier, ce que peut avoir comme comportement d'un enfant gâté. Eux, ils l'ont. C'est à partir de là, vous voyez un enfant gâté, comment il peut se comporter. Et ben, les syndicats policiers se comportent. Certains, comme je dis, certains peuvent se comporter de la même manière. Donc, je suis pas du tout étonné par eux. Et en fait, lorsque vous parlez d'ailleurs avec des policiers, ils vous disent clairement que ils ne pensent qu'à leur gueule, quoi. Donc il faut faire la différence entre leur communication et le fond, l'essence même. Là où je suis plus étonné, c'est plus par la réaction du préfet qui autorise ça, mais qui après, sous la menace en fait des syndicats policiers, qui se rétractent et qui nous impose une interdiction qui est illégale, puisque il y avait une interdiction qui est causée par ceux qui veulent l'interdire. Et là-dessus, moi, ce qui m'étonne, alors là, c'est pas moi-même, mais moi, je sais ça. Je sais que ces personnes-là disent que la police est républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire que la police est républicaine? C'est d'être au service de la République. Là, ils ont voulu que la République soit à leur service. Ils n'ont pas voulu servir la République. Ils souhaitent que la République soit à leur service. Et moi, je le sais. Mais pour moi, c'était plus, là, tout le monde le sait. Là, tout ce qu'il y a dans le dossier judiciaire et qui est menacé par le secret d'instruction, là, ils vous ont fait devant vous tout ce qu'ils nous font à nous de manière cachée. Et le maire, lui, il en est où, lui, dans ses intentions? Alors, si je peux me permettre, on est toujours en relation avec le maire et le maire ne nous a jamais laissé tomber. Voilà. Donc c'est toujours en cours. C'est une bonne chose. On a laissé tomber le soufflet, on a laissé un peu reposer les choses, on va y retourner. Très bien. On va mettre les couverts. Ce qu'il faut par contre noter, Christophe, très synthétiquement, c'est que bizarrement,
une semaine avant toute cette affaire, la justice s'est remise au travail. Dès qu'on a commencé à parler de l'affaire dans la presse, qu'on a dit, pour dire que si tu fais rien, la justice n'avance pas. Ouais. Mais dès que tu commences à bouger, tu crées de l'événement, tu crées un peu le buzz, tu vois, et ben là, parce que, si tu veux, dans la presse, la presse dit quoi? Dit, oui, mais l'instruction est toujours en cours. Donc, la juge, elle se voit tout de suite visée par cette parole-là, qui dit qu'elle est toujours au boulot. Donc, elle se met au boulot. Effectivement, en avril dernier, en fait, la chambre d'instruction a imposé le juge d'instruction en lui disant que les experts précédents, en fait, imposaient plus qu'ils ne démontraient. Et donc, elle lui a dit, écoutez, faut faire de nouvelles expertises pour redéfinir les causes de la mort. Et en avril dernier, la juge d'instruction a attendu une semaine avant cet événement de l'arbre, c'est-à-dire c'était en novembre dernier, pour pouvoir nommer le collège d'experts. Effectivement, comme dit Mounir, c'est que ils font durer les choses, et si nous on fait rien, malheureusement, vous savez, moi ça m'aurait, ça me fait pas plaisir moi de me rendre public, de m'afficher partout et de dire, voilà, de parler. J'en prends pas forcément un plaisir. Mais je suis obligé de le faire, parce qu'aujourd'hui, des droits... Pour la mémoire de votre frère. Bah en fait, c'est surtout que si vous le faites pas, en fait, aujourd'hui, on n'a pas de droits. Des droits qui ne s'exercent pas de façon automatique sont des droits qui n'existent pas. Aujourd'hui, si je ne me protège pas, on m'attaque. On m'attaque, on me diffame, on me tout ça. Donc je suis obligé. Au début, on voulait pas parler à la presse. Lorsque la presse venait, on leur parlait pas. Et qu'a fait le système? Eh ben, ils nous ont diffamés, ils nous ont salis, ils nous ont tout ça. Tout ça pour dire que les gens disent, mais pourquoi ces gens-là manifestent? Pourquoi ces gens-là crient? Pourquoi tout ça? Ben, parce que c'est de la légitime défense. On est obligé de faire ça. Si on fait pas ça, en fait, il nous reste que notre voix aujourd'hui pour dénoncer ces injustices qui se passent aujourd'hui devant nos yeux, devant vos yeux. Mounir, un dernier mot sur le comité de justice et vérité pour Wissam, qui s'est employé aussi à j'allais dire un petit peu rendre à l'échelle quasi européenne ces affaires de violence policière. C'est la mission aujourd'hui que vous êtes fixée au travers de ce comité? Entre autres, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de pas rester enfermé dans le tiroir, dans le mortifère en fait. On essaie de faire du vivre ensemble. Il y a encore quelques semaines, on a organisé un tournoi de futsal avec le concours des clubs locaux, tu vois. Et concernant l'international, aujourd'hui, on se rend compte que par exemple l'affaire Théo, ça venait de se passer dans la même semaine, ils étaient pas au courant de ça. Et nous, en France, on n'est pas au courant qu'il y a quelques années, un clandestin, un sans-papier, a été brûlé vif dans les geôles d'une prison en Allemagne, tu vois. C'est des trucs de fou, c'est-à-dire qu'en fait, il se passe des choses de l'autre côté de la frontière. Oui, c'est de créer un lien, en fait, d'information, de recensement, en fait, de tout ce qui peut se passer éventuellement à l'échelle européenne dans un premier temps. C'est ça, c'est un peu comme une flotte navale. C'est-à-dire de nous lier les uns les autres pour qu'on soit encore plus solide face à l'adversité, en fait. Et c'est en cours, c'est un travail. On est parti en Angleterre, on est parti en Allemagne et on espère, peut-être pas dans les mois qui viennent, mais on va dire au maximum, peut-être l'année prochaine, on va essayer de faire ça dès que c'est faisable, d'organiser un gros événement, un bel événement, une première rencontre européenne digne de ce nom, avec le concours et des familles à l'échelle nationale, avec le concours des structures associatives locales et nationales, et donc avec nos amis de l'international, pour faire une vraie première rencontre contre les violences d'État et les violences policières. Page Facebook, site internet, Mounir, dis tout. Ouais, Justice et Vérité pour Wissam sur Facebook. D'accord. Le Twitter, pareil, Justice et Vérité pour Wissam, avec un blog. Et un site internet, pareil. Il suffit de taper Wissam El Yamni sur Google et vous aurez toutes les informations vous permettant de rentrer en contact avec nous ou au moins de vous informer. Farid, en un mot, est-ce que votre frère aurait été fier de vous aujourd'hui? C'est ce que me dit souvent ma mère. Elle me dit, il aurait été fier de moi, mais moi je suis pas fier de moi. Je suis pas fier de moi parce que je le prends comme personnel, le fait de pas avoir la justice et la vérité. J'ai l'impression de me dire que j'en fais pas assez, que je suis pas capable de défendre l'honneur de ma famille. Et c'est parfois dur, quoi, parce que je me dis, on m'a imposé ça et j'essaie de tout faire, mais c'est pas assez. Courage, je continuerai jusqu'à la fin de ma vie. Merci Farid El Yamni, merci Mounir, et à très vite. Et comme on ouvre les dossiers ici, on l'a ouvert en 2012. On suit de cette affaire évidemment de très près. Merci beaucoup à vous deux. France Maghreb 2.
France Maghreb 2. Avant Libertad sur France Maghreb 2, Nasser est resté extrêmement silencieux à l'écoute de cette affaire évidemment gravissime que nous avons évoquée avec nos invités Farid El Wissem et El Yemni pour parler de l'affaire de son frère Wissem et Mounir du collectif Justice et Vérité pour Wissam. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rapprocher, ne serait-ce que pour leur apporter du soutien des pages Facebook, Twitter et le blog. Nasser, qu'est-ce que t'évoques avant Libertad toute cette affaire? Non, moi ça m'a beaucoup touché sur l'affaire parce que je la connaissais pas en profondeur. Donc il y a eu des éléments aussi qui ont été dites là à l'émission. Après, moi j'ai beaucoup été touché sur le témoignage de Farid et Mounir. Farid qui lui demande tout simplement la vérité médicale, ce qui est important, et bien évidemment le comité de soutien, qui demande que la justice soit faite. Ouais. Donc voilà, c'est important, et la famille, on a sali une famille sur des propos qui ont été tenus par l'intermédiaire des médias, par beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup ému et touché par rapport à ce qui a été dit. Et donc courage à eux, parce que je trouve que c'est très courageux. Et je pense qu'ils ont aussi besoin de soutien, que ça soit de la communauté musulmane et d'autres, parce que c'est un combat de longue haleine. Et ce qu'ils font eux aujourd'hui, c'est pour l'ensemble des personnes, pour éviter que ça se reproduise dans nos quartiers. Exactement. Voilà. En tout cas, on va suivre cette affaire évidemment, que nous n'avons jamais refermé, mais aujourd'hui on a profité en tout cas de leur présence dans nos studios pour faire un petit peu le point sur cette affaire. Alors on va tout de suite prendre place pour Libertad 01 40 33 9000. Vous êtes partout en France, en Europe, dans le monde entier. C'est le moment de nous appeler, de décrocher votre téléphone si vous avez un truc à dire. C'est évidemment la liberté qui s'opère à cette heure-ci sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous avez la possibilité de nous appeler maintenant. France Maghreb 2, bonsoir. Ouais, comme d'habitude. Voilà. Ça c'est la surprise du jour. C'est la surprise du jour. Je pense qu'il franchement aujourd'hui. Attends, j'ai envie de te dire un truc, mec. Tu vois, quand on a une émission pareille et que tu viens faire ce genre de conneries, je pense que tu dois tellement être mal, te sentir mal que. Bien sûr. Regarde-toi dans une glace demain matin. Exactement. Franchement. Il y a un moment. Bon, je vais me calmer. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Quel est votre prénom, madame? Fatiha. Fatiha, vous nous appelez d'où, chef Fatiha? De Paris. De Paris. On vous écoute, Fatiha. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis très touchée. Là, j'ai pleuré en même temps avec le jeune homme. Franchement, il faut en parler une fois que les jeunes rentrent dans leur pays d'origine. Il faut en parler là-bas aussi, pas qu'ici. J'aimerais bien qu'ils en parlent là-bas pour que la jeunesse là-bas sache comment ils vivent notre jeunesse ici. Voilà. Merci. Je suis déjà grand-mère et je sais de quoi je parle. Merci Fatiha pour votre appel. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne continuation. Pareillement, madame. Monsieur Christophe. Merci beaucoup, Fatiha. Merci de votre appel. 01 40 33 9000. Libertad sur France Maghreb 2. C'est là que ça se passe, évidemment, chaque soir dans cette émission. Allô, bonsoir, qui est là? Allô? Très bien. Ça a coupé. On continue. Vos appels. Il y a beaucoup d'appels en même temps. C'est pour ça que, évidemment. Allô, bonsoir, qui est là? Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Votre prénom, ville d'appel, s'il vous plaît. C'est Houssine. Houssine, tu nous appelles d'où? De la région parisienne. On t'écoute, Houssine. Je suis tout cœur avec ces jeunes-là. Franchement, ça fait bien toucher quand même. Je te jure, j'ai pleuré à côté là. Voilà. Merci Hossein, merci pour la marque de témoignage. Merci beaucoup Je dis n'importe quoi, la marque de témoignage. J'invente des trucs, des phrases ce soir, c'est n'importe quoi. Bon, la marque de soutien, voilà. Vous m'avez compris. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir, c'est Mohamed de Garges. Bonsoir Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à une affaire qui s'est passée à l'hôpital de Gonesse, c'était la famille du joueur de football, comment il s'appelle, qui est connu, la fusion d'Angleterre. J'ai oublié son nom. Le joueur algérien qui joue j'ai oublié, à Leicester. Ouais. En fait, plus ou moins, franchement, c'était honteux. Parce que, comme c'est un joueur connu du football, ils ont fait un peu le bazar dans l'hôpital, quoi. Et c'est pour serrer, quoi. Franchement, c'était honteux pour notre communauté, quoi. Bon, on n'a pas tout compris de cette affaire, mais bon. Merci beaucoup en tout cas, Mohamed. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Une dernière pour la route parce qu'on a un petit peu en retard. Mais évidemment, notre ami Medjahed nous pardonnera pour ce retard, j'allais dire quotidien maintenant. France Maghreb 2, 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler. Un dernier appel pour ce soir. Maintenant, tout de suite, France Maghreb 2, bonsoir. 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 Karim de Montreuil. Bonsoir Karim.
Voilà, je vous appelle pour en soutien avec les jeunes là qui étaient là. Vraiment très ému. On va essayer de partager, diffuser tout ça, et puis ça devrait lancer un élan de solidarité pour faire un vrai combat, quoi. Exactement. Merci Karim, merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Bon, on arrête là. On arrête là. Je sais pas. On arrête là. Allez, un petit dernier. Allez. France Maghreb 2, bonsoir. Je suis gourmand, moi. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Prénom et ville d'appel. Pardon. C'est Toufik d'Evry. Toufik, tu fermes la boutique. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un petit soutien pour ces jeunes là, le petit jeune Wissam qui est décédé. Allah yarhamou. Et ce que je voulais savoir, c'est surtout on demande un petit soutien de la part de nos pays d'origine. Donc surtout la plupart c'est moral, psychologique, mais c'est pas mal si aussi ce sera un petit soutien, genre nommer un avocat ou une personne qui va nous défendre, quoi. Et même faire une pression surtout à nos autorités. C'est ça qui est le plus important. Merci à toi Toufik, merci beaucoup. Bon courage, merci. Bonne soirée, merci à tous en tout cas d'être intervenus une nouvelle fois dans cette émission. Merci à Farid et à Mounir à qui on souhaite beaucoup de courage, et au-delà de Farid, à toute la famille El Yamni qui probablement nous écoute du côté de Clermont-Ferrand. Vous nous écoutez sur le 94 FM France Maghreb 2, et on ne manquera pas évidemment de se tenir informé en espérant que ils puissent obtenir cette fameuse vérité qu'ils attendent tous et qu'ils réclament avec force. Merci beaucoup Nasser. Merci à toi Christophe, une émission très riche, et merci surtout aux invités qui étaient présents avec nous. Demain, autre ambiance, autre élément, autre team. Demain, Nadia Lazouni, Fatima Wassak et Nadir Kaya qui seront avec nous entre 16h et 18h. Je vous souhaite une bonne soirée, pardon du retard une nouvelle fois. 18h04 avant de retrouver Medjahed, un point de l'actualité de ce mardi soir, c'est avec Marine Garel. Marine, bonsoir. Bonjour à tous. La compagnie Air France a proposé à ses syndicats un mécanisme d'ajustement salarial. Celui-ci permettrait de compenser les baisses de pouvoir d'achat de son personnel entre 2011 et 2017. Ils espèrent en ce sens éviter la grève prévue pour le 23 mars. La compagnie a toutefois de nouveau rejeté la revendication générale des salariés de 6%, jugée impossible à réaliser sans compromettre sa stratégie de croissance. Une enquête préliminaire pour corruption est en cours pour faire la lumière sur les pratiques de spécialistes français du traitement des eaux usées, dont une filiale de Veolia. Ils sont soupçonnés de s'être entendus pour écarter un nouvel entrant sur le marché en Ile-de-France, selon une information du journal Le Monde. En janvier, le patron du groupe italien Passavant a déposé une plainte contre X à Paris pour entente illicite, corruption et trafic d'influence, afin de dénoncer les manœuvres de concurrents français. Ceux-ci auraient verrouillé un marché et tenté par la suite de le dissuader de former un recours, moyennant une compensation financière importante. Le procès de l'affaire Tarnac vient de s'ouvrir devant la 14e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, une affaire qui avait débuté le 11 novembre 2008 par l'arrestation d'une dizaine de membres d'une communauté libertaire installée à Tarnac. Ils avaient à l'époque été présentés par la police et le parquet comme de dangereux terroristes d'un mouvement d'ultra-gauche. Aujourd'hui, les 8 prévenus comparaissent pour la dégradation d'une ligne SNCF et pour association de malfaiteurs, mais sans aucune qualification terroriste. Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé sur son compte Twitter la nomination du directeur de la CIA, Mike Pompeo, comme secrétaire d'État. Celui-ci remplacera Rex Tillerson. Et autre annonce, c'est Gina Haspel, directrice adjointe de la CIA, qui est nommée à la tête de l'agence centrale de renseignement. C'est la première femme à ce poste. Et puis un peu de sport, puisque l'équipe de France paralympique a remporté 3 nouvelles médailles, une médaille d'or au biathlon et 2 médailles d'argent au super combiné. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.